V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une marque automobile créée en 1907. Elle s'appelait Oakland. Le nom a changé en 1931 pour Pontiac, en l'honneur du grand chef amérindien de Détroit, Pontiac. C'était un allié des Français de Nouvelle-France. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Pontiac Firebird 1968 et je vous la fais découvrir avec M. Hébert. Dès 1962, Pontiac travailla sur la conception d'une voiture sport 2 places, la Monte Carlo, nom repris plus tard par Chevrolet. C'était une Tempest avec l'empattement raccourci. Ce projet fut abandonné et dû au succès de la Mustang et par manque de temps, Pontiac utilisa la Camaro pour créer son propre Pony Car. On remplaça les feux arrière et la grille avant par un modèle typique de Pontiac et l'intérieur était plus luxueux. Le moteur de base était un 6 cylindres en ligne avec arbre à cam en tête de 230 pouces cubes, pouvant développer 165 ou 215 chevaux. L'acheteur avait aussi le choix entre un V8 de 326 pouces cubes de 250 ou 285 chevaux en version carburateur 2 ou 4 corps. Un moteur de 400 pouces cubes développant 325 chevaux était aussi au catalogue. Monsieur Hébert, vous êtes propriétaire d'une Pontiac Firebird 1968. Mais vous êtes un homme qui vous intéressait à l'automobile depuis très longtemps. Les premiers contacts avec l'automobile, votre père, quel genre de voiture il y avait, lui? Bien, il y avait une acadienne. Puis même, il y a déjà eu une Plymouth 54. Puis dans ce moment-là, dans cette époque-là, l'autoroute de la capitale est en construction, vous me disiez tantôt, puis il y a eu comme une malchance. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, moi, j'étais assis en arrière, puis il était arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Il était en train de le faire. En construction. C'est en construction. Le départ du boulevard. On pouvait passer pareil. Puis il s'est fait rentrer dans le derrière. Pendant la construction. Ouais. Puis vous n'étiez pas attaché, j'imagine. Je m'en souviens pas, mais je passe pas. Puis j'ai rien eu, malheureusement. Fait que là, j'ai sorti de l'auto, puis son auto était scrap. C'était fini, perte totale. Ouais. Fait que c'est un peu le premier contact que vous avez eu avec l'automobile de votre côté. Ouais. Puis il y a eu une Plymouth 54. On était au Larchel une couple de fois avec. Fait que c'est vos premiers contacts avec l'automobile. Ouais. Jeune, vous avez eu une voiture. Pas vieux, à 16 ans, je pense. À 18 ans. À 18 ans, votre première voiture. C'était quelle sorte? Une Dodge Dart 1970. OK. Ça, c'était pas votre voiture de votre vie, j'imagine. C'est une voiture d'étudiant. Ouais. Je l'ai eu 4 mois. Seulement 4 mois? Ouais. Quel moteur vous aviez? Le 225. C'est-à-dire c'est le 6 cylindres. 6 en ligne. Donc, c'était pas une voiture performante, 4 portes à poteau, donc c'était une machine pour se déplacer. C'est ça. Mais la passion pour l'automobile, elle vient plus tard. Là, c'est une voiture pour se déplacer, mais pour avoir le feeling là, de vouloir une voiture de ce type-là, c'est quand est-ce que ça se réveille à l'intérieur de vous? Bien, ado, un peu ado. Là. Quand je voyais des Camaro, Firebird, Mustang, j'adore les chars sport. Quand vous les voyez sur le coin de la rue? Puis même, je m'en ai acheté une. J'ai acheté un Nova 78, flambant neuf. Ça, vous avez la version sport à ce moment-là? Oui, c'est un rallye. Un rallye sport. Oui, il y avait des stripes, là, dans le bas, là. Mais ça, ce Nova-là, vous avez dû aimer ça comme petite voiture? Oui, je l'ai eu 12 ans. 12 ans de temps? Oui. Été-hiver dehors? Moi, j'apprenais l'hiver. Mais elle avait le cancer. Oui, il rouillait vite, hein? Ah oui. Ça prenait 3-4 ans. Tout par là-dedans, toutes des places qu'on ne voit pas, là. C'est des voitures qui... C'est pour ça que je ne l'ai pas gardé. Effectivement. Et arrive enfin l'engouement pour des voitures antiques. On va y tomber un peu plus tard dans l'émission. Mais la voiture qu'on a devant nous, est-ce que c'est un rêve pour vous? Oui. C'est un rêve. En plus, je vais vous conter,
Quand j'étais au Latcha l'année année, il y a un monsieur, il avait je ne sais pas si c'était un Ford ou un Dodge, 36. Il me l'a passé. J'ai été me promener sur la beach avec. Sur la plage. La roue principale. Oui. Puis après ça, j'ai repris la rue de la plage, puis je me suis assis. Là, j'ai pogné la piqûre. Là, on a l'électrochoc. Électrochoc. Je me souviens pas trop quelle année, là, mais c'est des années 80. Là, il y a eu un contact, puis là, la passion a levé, là. Ouais. Puis là, ben, j'ai fait un cours de machiniste, puis j'ai vu Pat, qui avait cette auto-là. Puis j'ai demandé si c'était à vendre, puis j'ai acheté. Salut Marc. Hey, salut Eric, comment ça va? Très bien. All right. Cette semaine, on parle du produit SLP, Yes. un lubrifiant conçu par Hypertech, Oui, un lubrifiant de qualité industrielle. exactement. Un SLP, qu'est-ce que ça veut dire? Super lubrifiant pénétrant. Alors, c'est un lubrifiant pénétrant. Ça a différentes qualités, différentes propriétés. Ça procure une lubrification qui est durable, à long terme. Ça laisse un film de lubrifiant qui n'attire pas la poussière. Le film de lubrifiant protège contre la rouille, la corrosion. Et il va faire en sorte aussi de déplacer l'humidité. Déplacer l'humidité, qu'est-ce que c'est, ça? Je vais vous donner un exemple. On utilisait ça, nous autres, moi j'étais dans le club 4x4 à Thetford Mines, ma ville natale, et on utilisait ça pour mettre sur, exemple, dans les câbles distributeurs, etc., pour être sûr qu'on arrivait qu'il n'y arrivait pas de problème avec l'humidité. Quand on faisait de la traîne, on se ramassait beaucoup trop creux dans le trou d'eau. Ou qu'on restait pris. Là. Heureusement. Exactement. Donc, ça déplace l'humidité, ça n'endommage pas les plastiques, les caoutchoucs, etc. Très important. Est-ce que c'est conducteur? Comme, Non, c'est diélectrique, force diélectrique. Ça, c'est une autre caractéristique qui est importante. Alors, ça veut dire, ça, qu'on peut mettre ça sur... exemple, les pôles de batterie. OK. Ça va empêcher le verre de gris. On peut mettre ça va empêcher le verre de gris aussi. On peut mettre ça dans des connexions lead globe, n'importe quelle connexion de trailer, etc. C'est un produit qu'on peut mettre partout. Vous avez une porte ou n'importe quoi qui craque à la maison, vous en mettez un tout petit peu. Pas autant que, je dirais, le produit le plus reconnu sur le marché, duquel il faut en mettre, à n'en plus finir, Ouais. puis qu'une heure après, c'est recommencé. C'est ça, on parle d'un produit au détail versus un produit industriel. C'est pas la même gamme. C'est exactement ça. Là. On a un produit standard, ça peut avoir 5 de non volatile, donc d'ingrédients actifs. Ouais. Ça a plus de 50 Et crime, il y a une grosse marge entre l'industriel et le détaillant. Exactement. Marc, on se retrouve tantôt. On va parler d'une Challenger 70 avec un six-pack, s'il vous plaît. Yes, sir. Un auto de mon ami Robert Frenette. Effectivement. Yes. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Le 1er juin 1968, Helen Keller meurt à l'âge de 87 ans. Atteinte de surdité, mutisme et également aveugle, plusieurs personnes ont tenté de la traiter, dont M. Alexander Graham Bell. Une institutrice lui enseigna un langage par le toucher. Elle devint une grande militante pour les droits et services aux handicapés et donna des conférences dans plus de 25 pays. Le 10 juillet, à la surprise de tous, Montréal annonce qu'elle aura une équipe de baseball majeure. Le premier match des Expos a lieu l'année suivante, le 14 avril. Le 20 août 1968, le pacte de Varsovie procède à une invasion éclair de la Tchécoslovaquie et occupe Prague en pleine nuit. L'armée est composée de membres de l'Union soviétique, de la Bulgarie, de la Pologne et de la Hongrie. L'envahissement fait plus de 100 victimes et 500 blessés. Le but de l'invasion était de mettre fin au printemps de Prague, une réforme de libéralisation politique. Malgré les protestations, le Parti communiste reprend alors le pouvoir.
Monsieur Hébert, lorsqu'on s'est laissé tantôt, vous avez parlé de l'acquisition de votre voiture, que vous l'avez achetée dans des conditions assez spéciales. Achetée en hiver. Expliquez-moi ça. Ben, il te prenait pour aller à l'école au mois de décembre. C'est un ami à vous, d'abord. Ben, c'était un compagnon de classe. OK. Fait que lui, il se promenait avec la voiture en hiver. Ouais. Puis même le cendrier était plein. Lui, il fumait. Puis quand au break, j'allais m'asseoir dans son auto avec. Puis j'ai demandé, j'ai dit, tiens, avant, il dit oui. Fait que j'ai acheté, là. Vous l'avez acheté à ce moment-là. C'est un peu désolant de voir le Firebird l'hiver en moment de neige. Là. Ouais. Fait que vous avez vu cette perle-là, vous êtes intéressé, puis le propriétaire vous a dit oui. Ouais. Après ça, ça se passe comment? Ben là, j'ai fini mon école, parce que là, je voulais le faire peinturer. Fait que ça me prenait un job. Là, je me suis trouvé un job. Puis je l'ai fait peinturer en 98. Donc, en 93, vous l'avez acquis. Cette voiture-là, vous l'avez roulée pendant plusieurs années, 4-5 ans. 5 ans. 5 ans, sur la route, sans l'avoir restaurée. Là, 98, c'est l'année. Ouais. Là, vous rentrez la voiture au début de l'hiver, je pense, puis là, on parle d'une belle restauration. Ouais. Parlez-moi-en donc un petit peu de quelle manière ça fonctionne. Vous faites affaire avec quelqu'un dans le domaine? Oui, c'est un monsieur qui en fait, là, puis il fait des morceaux pour les autobus aussi. Lui, ce qu'il a fait, il a tout enlevé les ailes, le hood, il ressemblait de buggy. Il restait le châssis. Ouais. Puis il a enlevé les portes, puis les vitres, tout le dedans de porte. Et ça, Puis il a tout... le moteur, il l'a laissé là. mais tout le reste, Ouais. Moi, le reste, ça, je l'ai envoyé à Montmagny. Le bumper, je l'ai fait chromer à Montmagny. Puis celui en arrière, je l'ai commandé un à Chambly, là. OK. C'est auto original. Dans le deal, vous cherchez les pièces, puis la personne que vous avez mandatée, elle, remonte la voiture graduellement au fur et à mesure qu'on trouve les pièces. Ouais. Bien, les ailes, comme vous avez vu ces photos, il les a toutes peinturées à part, là, le hood, il a mis ça sur des trottoirs, il a mis ça sur les murs. Puis il l'a mis au fer à grandeur. Donc, on parle vraiment là, Ouais. à la base. Ouais. Donc, on recommence toutes les étapes de Ouais. peinture, une après l'autre. Ouais. après. Puis, tu sais, les marchepieds, il a tout soudé ça, mais tu sais, pas que ça part en dedans. OK. Pour pas que ça paraisse. Pas que ça paraisse. Donc, c'est une job qui est très, très bien faite. Il y a eu des soudures, mais ça paraît pas. Au niveau des pièces, est-ce qu'il y a eu des difficultés à avoir des pièces ou c'était assez facile de les avoir? Ben, avec la patience, ça. J'en ai fait mener sur Harley Bird, auto original, plusieurs places, là. Même j'ai d'autres catalogues, là, je me souviens pas des noms, là. Mais il y a beaucoup de pièces qui viennent de Harley Bird, en Ontario. OK. Mais ce que des fois, je n'aimais pas, il ne m'envoyait pas les bonnes. Fait qu'on retourne, on renvoie. Fait que là, il y a un monsieur que je connais qui parle anglais, fait que je le faisais appeler. Moi, je me débrouille en anglais, mais je suis pas bilingue. Non, donc, pour que ça soit plus clair et sûr à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a une pièce en particulier que vous avez cherché plus qu'une autre qui a été difficile à trouver? C'est pas mal toute la même chose, sauf que des fois, il ne faut pas être pressé. Là. Oui, il faut prendre le temps de la trouver. Puis envoyer ça par UPS, là. Et j'imagine qu'aujourd'hui, là, de voir cette voiture-là toute restaurée, c'est le rêve d'une vie, vous devez être fiers. Ouais. Très belle voiture. Marc, cette semaine, on a devant nous une voiture qui est assez exceptionnelle. C'est la voiture d'une vie complète. Exact. Celle de M. Frenette, qui est très connu dans le milieu de la voiture antique. Exactement. Robert a acheté ça, qu'on l'a ou non, Éric, il avait 22 ans. Et il l'a toujours aujourd'hui. On ne parlera pas de son âge aujourd'hui. Disons qu'il est rendu à 26-27. OK. Il va être d'accord avec ça. 26-27, là, c'est à peu près ça. Alors, écoute, moi, je me rappelle, en 70, j'avais 10 ans. Lui, il avait la chance d'avoir 22, être capable de s'en payer une en plus. Toi, tu regardais, lui, il conduisait. Moi, je regardais passer ça sur la rue, 340, six-pack, les side exhaust, excusez mon anglais, les échappements dans le côté. Latéraux, tu sais, on va parler en français. Latéraux, c'est ça. Écoute, c'est une voiture de rêve. Orange, c'est une couleur que j'adore.
Transmission automatique, évidemment. Il y en a qui aiment moins, mais une transmission automatique bien modifiée, c'est aussi bon qu'une standard. Alors, c'est une auto tout à fait fantastique dans mon livre à moi. Puis c'est une voiture qui est demeurée... En fait, il l'a achetée comme on la voit aujourd'hui. Exact. Les sièges, l'intérieur, toute la voiture est identique à 1970. Oui. Puis elle est comme neuve. Elle est comme neuve. C'est incroyable d'avoir pu conserver ça aussi longtemps que ça. En la conservant comme ça. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Merci beaucoup, Marc. Hey, ça me fait plaisir. Merci. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Cette semaine, dans notre série sur Histoire de jouets, Mario, on parle de compagnies qui avaient vraiment du succès, mais qui ont été rachetées par d'autres compagnies, ce qui a changé la game un petit peu de ce milieu-là. Exactement. Alors, en 1964, l'ère des rachats va signer exactement l'arrêt de mort des trains Hornby. Mécano accepte d'être acheté par Triumph, la société des trois frères Lines, la conséquence logique de sa volonté exactement de s'approprier le marché de l'automobile miniature. Ce rachat mettra fin au train Hornby à l'échelle haute, la grosse échelle, qui ne se vendait pratiquement plus, mais avait au moins une chose. Il avait le mérite d'avoir donné naissance à l'échelle 1,43 des petits véhicules chez Dinky Toys. Toute fusion impose un jour ou l'autre la recherche de la rentabilité. Effectivement. Là, on va tomber dans une période de qualité moindre un peu. Bon, on baisse les coûts, on garde les prix, on veut faire plus de profit. Ça ressemble pas mal à l'automobile réelle des années 60. Oui, là, on est en 1968. Là, on fait de nombreuses pièces en plastique qui font leur apparition. Des capots, des moteurs. Les modèles vont être très fragiles. Ça va faire perdre aussi de l'authenticité au véhicule, du moins comparativement aux modèles qui étaient moulés en une seule pièce. Tu vois le genre un peu. J'imagine aussi que le succès de la vente a été en conséquence de ce mouvement-là aussi. Oui. Puis là, il y a 7 modèles de Dinky Toy qui vont être fabriqués par Xilinx à Hong Kong. On parle de la Corvair Monza, la Buick Riviera, la Chevrolet Impala, la Dodge Polara, la Oldsmobile, la Ford Thunderbird, la Rambler Station Wagon. Bref, il y avait 7 beaux modèles qui vont être produits dans des coloris différents de ceux qu'on connaît, mais dans une qualité qui n'est pas la même qu'on a connue. Une qualité moindre. Exactement. La semaine prochaine, on se dirige vers quoi? On se dirige vers l'agonie, malheureusement. C'était comme une route annoncée. Pratiquement, oui. Merci, Mario. Merci. La Firebird était disponible en 2 versions, coupée et décapotable, et fit son apparition au début de 1967, trop tard selon certains. En 1968, aucun changement notable, si ce n'est que la cylindrée du V8 de 326 pouces cubes passe à 350 et celle du 6 cylindres passe de 230 à 250 pouces cubes. Une version Ram Air 400 était aussi disponible. Pour sa première année complète, en 1968, 90 152 coupés et 16 960 décapotables trouvèrent preneur. Monsieur Hébert, une fois que votre rêve était complété, en 1998, que la voiture était terminée, vous avez fait quoi avec la voiture? Est-ce que vous en avez profité? Vous avez sorti? Oui, bien, j'allais dans les expositions. Vous disiez que Granby, c'est un bon 4 heures du site. Même j'ai déjà été au lac Saint-Jean. Pas exposer mon auto, là, en voyage. En voyage? Oui, j'ai fait des petits voyages avec, mais pas trop loin. Puis des fois, j'allais faire l'épicerie avec. Tu as des petites sorties pour avoir du plaisir? Je sais, mais j'ai fait beaucoup d'expositions. Là, j'en fais moins. Mais, dans la vie de tous les jours, supposons qu'il fait beau, là, vous allez au dépanneur, vous prenez la voiture? Bon, comme là, peut-être en fin de semaine, là, j'aimerais ça peut-être aller faire un tour à Pont-Rouge. Là. Tu t'arrêtes, tu prends un café ou une crème glacée. Une petite poutine en passant, on vient à la maison, tranquillement. Puis en fait, c'est de changer les idées, de changer d'époque, puis d'avoir du plaisir grossièrement. Même un rêve, j'aimerais ça aller en Floride avec. Mais c'est loin. C'est loin. Vous n'avez pas eu de surprise sur la route, genre une panne ou quoi que ce soit à date?
Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Parlez-moi donc de ça un peu. Une hausse à briques qui a déjà pété. OK, où? Dans quelles circonstances? J'étais dans le centre-ville. À Québec. J'ai été bon pour descendre. Il y avait du brique en arrière, mais en avant, il n'y en avait pas. Puis il y a 4 drums après ça. Oui. J'ai été bon, mais je me suis allé au garage. Là, la pédale elle s'est enfoncée, puis il n'y avait plus rien qui peut. Bien, ça briquait un petit peu en arrière. Fait qu'il n'y a pas eu de malchance, par contre. Non. OK. Non. Vous me parliez tantôt, lorsqu'on préparait l'entrevue, que vous étiez petit, un maniaque de Hot Wheels. Vous en avez Bon, eu. j'en ai bien sûr. encore. Mais là, c'est ça, je voulais reparler de ça. Vous en avez eu petit, ils ont disparu, puis là, vous avez recréé un peu cet engouement-là de jeunes garçons. Vous en achetez encore aujourd'hui? Oui, oui, Vous les collectionnez? oui. Puis même je l'ai, mon auto en Hot Wheels. À Hot Wheels aussi, avec je la ramasse piste. les 69, 70, tu sais. Pour ceux qui ne connaissent pas les Hot Wheels, là, ceux qui sont un peu plus jeunes, c'était tout simplement une piste en plastique. Ouais. Puis là, on avait des véhicules là, qu'on leur donnait une force, puis là, elle partait, Ouais. puis elle faisait des tours comme ça. La roue virait facilement. Vite, 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 puis elle partait dans sa piste, C'est puis elle ça. faisait des tours. Puis je ramasse aussi des autos là, en métal. Là. Puis je l'ai, mon auto. OK. Avec une échelle, là, une auto plus miniature. Puis la couleur naturelle, là. La vraie couleur. La vraie couleur de l'auto. L'origine. Puis j'ai une 70, 71, 72, 73. Vous avez ces années-là. Vous collectionnez également des plaques auto. Oui. Fait que toutes les petites choses, des vieux cendriers avec des roues de tracteur. Fait que vous êtes Ouais. dans le domaine des choses Ouais. qui sont antiques, puis Ouais. c'est un domaine qui vous attire. Puis les cendriers, il y avait des pneus. là. Oui, je me souviens de ça. Ouais. Il y en avait partout, effectivement. Monsieur Hébert, je vous dis un gros merci d'avoir partagé avec nous votre expérience de votre voiture. C'était super intéressant. Merci. Merci. Cette semaine, Denis, on parle d'une Pontiac Firebird 68. C'est une voiture qui est très prisée par les gens en général, une voiture qui a marqué son époque. Bien, toutes les Firebird Camaro, c'est des force sports, c'est des, qu'est-ce qu'ils appellent des muscle cars. Super aimés de tout le monde, ça, c'est certain. Là. C'est des véhicules qui ont monté beaucoup de valeur, mais qui sont encore abordables aujourd'hui. Si tu les prends, disons, pas classé 1 ou 2, 1, c'est un véhicule de remorquage, c'est mieux de faire des expositions. 2, c'est une très belle voiture que tu te promènes avec, mais tu as encore des voitures qu'on pourrait dire classées 3, qui sont des très belles voitures quand même, avec des petites choses à améliorer, qui s'achètent encore entre 20 et 30 000 Puis c'est des véhicules qui vont valoir d'ici quelques années entre 50 et 60 000 sans problème. Donc, dans cette catégorie-là, ça pourrait être un bon placement à condition que la voiture ait un certain sens, puis une petite marge pour l'améliorer un petit peu, puis le marché devrait suivre. Bien, c'est ça. Mais l'important, c'est qu'elle soit match number. Ça, c'est important. Il faut que ton moteur matche avec ta voiture. Si c'est un 455 dans une Firebird 68, ça ne fonctionnera pas. Ça te prend un 400 dedans. Ça prend le bon moteur. Oui, oui, oui. Dans les nuances au niveau du Firebird, là, les grandes nuances pour l'évaluation d'une Firebird, c'est quoi? Les grandes... Bien, c'est comme dans toutes les automobiles. Écoute, il faut que tu regardes la condition du véhicule général, la carrosserie, la peinture, la sorte de mécanique. Tu peux avoir un 426, un 428 dans un 348, je veux dire, dans une Firebird, ça c'est le modèle de base. Le 400 est plus prisé. Tu peux aussi avoir un véhicule avec un 340 HP ou un 335 HP, mais là, tu n'en verras probablement pas au Québec. C'est des véhicules qui vaut entre 125 et 200 000. On est dans l'exception. C'est des exceptions. Il n'y en a presque pas eu de fabriqués. Donc, dans l'ensemble, Firebird, c'est un modèle qui est porté à augmenter dans le marché, mais il faut surveiller et savoir quoi acheter. Bien, c'est ça. Il faut l'idéal, c'est de prendre un expert. Ça vaut la peine de le faire vérifier. De cette façon-là, au moins, tu ne te fais pas avoir. Tu as le juste prix. Parce que le juste prix est assez important quand tu es dans l'automobile ancienne. Ça peut varier énormément. Et le détail est important. Des fois, on parle seulement d'une transmission qui est différente d'un autre ou encore un moteur d'un autre. Et l'évaluation n'est pas du tout pareille. Ça change la valeur beaucoup. Puis tu as beaucoup de véhicules avec que tu le regardes, il a l'air beau. Mais quand tu le fais vérifier par un évaluateur, tu t'aperçois qu'il n'est pas si beau que ça. C'est là souvent qu'il y a des déceptions. L'œil d'un expert, c'est pas l'œil d'un apprenti. Non, effectivement. Ça permet de le situer vraiment dans son marché et dans sa valeur réelle. C'est ça. Dans n'importe quel métier, c'est ça qui compte, c'est que l'expert le vérifie. Autant que si tu achètes une maison, mais se faire vérifier par l'expert, normalement, si tu es un bon expert, tu ne te feras pas avoir. Et dans l'automobile, c'est la même chose. Merci, Denis. Ça veut rien. Cette chronique vous a été présentée par DF Évaluation, évaluateur professionnel de voitures et véhicules anciens et modernes au Québec. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro.
Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie.